Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Stéphanie et bienvenue sur le podcast de la grande famille. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. Bonjour Manuela, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis touchée. J'ai écouté certains autres podcasts d'ailleurs, je dois dire. Tu n'es pas novice dans l'esprit de la grande famille. Pas tout à fait. Alors Stéphanie, tu es dijonnaise, tu es maman de 2 enfants, tu travailles au sein d'une école de commerce que l'on a de liens communs. Dans ton organisation de vie de maman, tu accueilles une au pair actuellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel, professionnel et comment tu as cheminé jusqu'à cette démarche d'ouvrir ton foyer? Alors mon parcours, je dirais pas que je nage dans l'international, mais j'ai eu la chance d'avoir des cousins qui étaient franco-britanniques. Je les voyais pas souvent, mais il y avait un lien quand même très très fort, donc j'étais déjà plutôt curieuse en tout cas de la langue anglaise et puis de l'étranger de manière générale. Voilà, j'ai des parents relativement ouverts, donc j'ai pas passé ma vie à l'international non plus, mais voilà, j'étais dans un environnement plutôt curieux, avec cette petite fenêtre sur l'international, qui finalement, je sais pas, je pense que ça a dû influencer mon parcours pro, parce que dès que j'ai pu travailler plutôt en anglais, plutôt à l'international, j'ai saisi les opportunités. Ce petit historique familial conditionne un petit peu mon appétence, en tout cas pour cette dimension un peu de l'étranger. Voilà. Donc j'avais déjà des prédispositions, je pense. Ensuite, pour prendre une fille au pair, ça vient de l'organisation, c'est-à-dire que je travaille à Paris, je suis venue à Dijon, j'ai eu mes enfants à Dijon, j'ai un mari qui est beaucoup en déplacement. Alors, merci le Covid, il est moins en déplacement, mais avant le Covid, c'était quand même très compliqué. Je pouvais avoir des semaines entières toute seule, enfin voilà. Aujourd'hui, je suis prof. Avant, j'étais pas prof, j'étais responsable communication dans différentes entreprises. Et donc, il fallait que je jongle avec ce job de responsable communication, avec l'absence de mon mari. Alors, on a du support des papis-mamies, mais c'est vrai que c'est un petit peu fatigant de toujours dire « Ah, je vais les appeler parce que j'ai besoin. » Donc c'est un peu, ça met pas toujours à l'aise, même si on se gêne pas, mais voilà, c'est pas très confortable. Et le matin où il y en a un qui a de la fièvre ou qui vomit partout, c'est quand même compliqué de faire venir les grands-parents qui sont à 40 minutes d'ici. Ça se fait, tout se fait, d'accord, mais voilà. Du fait de ce constat un petit peu compliqué, des enfants que je récupérais à 19h30 en pyjama, voire plus tard ayant dîné chez la nounou, j'avais quand même quitté Paris pour pas avoir cette vie-là, soyons honnêtes. Donc j'ai cheminé vers le fait de pourquoi pas prendre une fille au pair. Alors j'ai une de mes amies qui elle vit en Angleterre et qui avait pris une française pour que ses enfants soient immergés dans le français. Ça m'a toujours un peu intriguée, et du fait de cette appétence pour l'autre, pour l'étranger, je me suis dit ce serait quand même, c'est une formule qui est assez intéressante, qui éveille les enfants à une autre langue, à d'autres cultures. C'est un peu le stéréotype, mais c'est vrai que c'est quand même, avoir une au pair chez soi, c'est le meilleur moyen d'avoir quelqu'un qui en permanence peut jongler entre les 2 langues. C'est intégré dans le quotidien et pas fait de façon alors de telle heure à telle heure tel jour c'est anglais, d'accord, non, ça fait partie du quotidien. Donc de fil en aiguille, je me suis interrogée sur comment améliorer mon quotidien, et le fait est que une fille au pair, c'est venu assez naturellement en définitive. Voilà. Ok, donc comme tu disais Stéphanie, j'ai bien aimé ton anecdote sur le fait que c'était un choix de vie pour vous de quitter Paris pour vous revenir en province et vivre à Dijon, et que dans ton organisation, pour améliorer ton quotidien, avec ton ouverture sur l'international, c'est comme ça que tu as eu l'idée d'accueillir une au pair. Les enfants, avec quel âge la première fois que vous avez accueilli une au pair? Alors Marceau, il devait avoir 4 ans et demi, et Célestine, 7 ans et demi, quelque chose comme ça. CP, 7 ans, ouais. D'accord. Et tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ils l'ont accueilli, l'au pair? Le projet, ils l'ont accepté facilement? Alors, il y a la différence entre la préparation et l'arrivée. Donc, ils trouvaient ça sympa de rencontrer des étrangères sur Internet, de faire visiter la maison, c'était assez rigolo. Et quand notre première fille au pair est arrivée, ils l'ont très bien accueillie. Ils avaient fait des pancartes, c'était hyper sympa. Après, c'est vrai que la réalité d'avoir quelqu'un chez soi tout le temps, en plus, pour le petit historique, du coup, vous avez compris, t'as compris. Moi, avant, avec eux, j'avais passé beaucoup de temps, eux et moi,
une équipe dans toutes les situations, jusqu'au bout de la nuit. Enfin, donc on était plutôt fusionnels. Et le cocon, alors il y a mon mari bien sûr, mais en tout cas dans l'opérationnel du quotidien, on était quand même très soudés. Donc en fait, quand une autre personne est arrivée à la maison, qui prend la place un peu de la maman dans la maison, dans la cuisine, dans tout ça, ça a été un peu plus compliqué. Ma grande, elle est très dans l'observation, un peu sur la défensive. Enfin, elle fait pas confiance facilement. Et donc, ça a été plus compliqué pour elle d'intégrer quelqu'un dans la maison. Marceau, lui, il était petit, il trouvait ça rigolo, quelqu'un à la demande qui joue avec toi, quelqu'un qui joue avec toi, c'est rigolo, c'est différent. Puis lui, il avait toujours sa grande sœur qui, de toute façon, absorbe tous les chocs pour lui, hein. Donc lui, il était plutôt tranquille. Et pour ma grande, ça a été plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Et pour ton mari? Pour mon mari, qui était pas vraiment là, c'était plutôt simple. Lui, au début, il disait oui, c'est un peu... Enfin, voilà, il était pas dans la... Enfin, il a dit, OK, au père, t'as envie, OK, on y va. Après, il s'est rendu compte que, ouais, c'était quand même appréciable. La semaine, mais aussi le week-end. C'est-à-dire que tu dis, bon, le samedi matin, mais si on faisait comme quand on n'avait pas d'enfants, on part tous les deux. Enfin, non, mais c'est un vrai... alors, c'est toujours possible avec une nounou extérieure, mais une au pair, elle est dans la maison, elle est connue, elle connaît la maison, tu refais pas visiter la maison 15 fois. Enfin, t'as une espèce de fluidité, finalement, dans le passage de flambeau qui est plutôt appréciable, en fait. OK. Ça fait plusieurs années que vous accueillez des au pairs. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie de reconduire? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnalités et des différentes nationalités que tu as accueillies? Ouais. Alors, la toute première était brésilienne. Alors ensuite, on a eu le Covid. Donc, on a failli avoir une chinoise qui est quand même arrivée à Dijon étudiante. Donc, je vais la voir. Donc, c'est drôle. Dès qu'elle est arrivée, elle me dit « Ah !» Donc, une chinoise qui n'est jamais arrivée, mais qui a l'air sympathique. Donc, tu as accueilli une brésilienne et après, tu devais accueillir une chinoise qui n'a pas pu venir. Exactement. Parce qu'il y avait les frontières qui étaient fermées à cause du Covid et qu'en raison de l'embargo, elle pouvait pas voyager. Mais elle a quand même mené son projet au bout de venir en France. Et maintenant, elle étudie dans l'école dans laquelle tu enseignes. Exactement, parce que son but au départ, c'était de faire 1 an au pair et ensuite d'intégrer l'école. Mais avec le Covid, comme elle a perdu du temps, à la fin, je lui ai dit, bah oui, t'as le choix, tu peux venir, mais tu perds une année. Donc, elle est libre aussi c'est pas parce qu'elle avait signé un contrat, voilà, les choses avaient changé. Je lui ai dit, je choisis quand même ce qui est le plus opportun pour toi. Et en plus, il était plus facile d'avoir un visa de étudiante que de au pair. Donc voilà, bref. Donc ensuite, on a une petite américaine, et puis là, on a une jeune fille qui est d'origine mexicaine, mais qui a vraiment vécu entre le Mexique et les États-Unis. Donc elle est bilingue anglais. Okay. Des personnalités différentes, voilà, ça dépend aussi ce pourquoi les au pairs elles viennent en France, parce que la toute première, elle est venue, oui, pour s'occuper des enfants, mais elle avait aussi un projet peut-être sous-jacent de rester et autres, un âge aussi qui était relativement avancé, donc il n'y a pas les mêmes besoins et les mêmes liens avec les enfants. C'est-à-dire que c'était plus un job qu'une vraie immersion dans la famille. D'accord. Okay. Alors moi, c'est la première, donc j'avais pas forcément mis mes conditions. Et puis aussi, moi, j'ai une expérience de l'international qui est, quand tu y vas, tu donnes. Peut-être tu perds du temps pour tes choses perso, mais t'apprends des autres. Et puis, si t'as perdu du temps, c'est pas grave. Moi, j'ai cette approche-là. Quand je suis partie aux États-Unis, j'avais pas ma liste de courses et j'ai attendu de voir ce qui se présentait à moi. Mais on n'est pas tous fait pareil. Donc elle était, elle est venue avec peut-être un objectif un peu différent, une appréhension plus de job. Donc c'est vrai que l'immersion totale dans la famille, soyons honnêtes, elle s'est pas totalement faite, quoi. L'alchimie a pas complètement pris. Elle a fait le job, quoi. Et puis après, du coup, la petite américaine est arrivée. Donc voilà, la immersion totale. Alors c'est pareil, ça vient du background. Hein, elle venait d'une famille où elle a beaucoup de frères et sœurs, de neveux, de nièces. Elle sait ce que c'est de s'occuper des autres, de passer du temps. Donc alors elle, c'est pas compliqué. Tout le voisinage l'a adoptée. Les maîtresses l'ont adoptée, c'est-à-dire que à la rentrée scolaire, on m'a dit alors qu'est-ce qu'elle devient Mackenzie? Donc c'était trop drôle. Elle est partie en vacances avec les papis-mamies. Donc là pour le coup, ça c'était ma culture de l'international, en tout cas ce que j'en attends. Donc c'était génial pour nous et puis pour elle, quoi. Tu la considères comment, Mackenzie? Comment tu qualifierais le lien que vous avez construit? Alors, c'est pas ma fille parce que je ne l'ai pas faite, mais si, hein, elle fait partie de la famille en définitive parce qu'il n'y avait pas de gêne. Très rapidement. Alors c'est dur aussi. Hein, elle, ça s'est super bien passé. Ça se passera peut-être moins bien avec d'autres, mais en fait, quand tu fonctionnes exactement de la même manière, ça devient hyper fluide. C'est peut-être ça le plus difficile à avoir.
sans te poser de questions. Parce qu'avec donc celle qui est arrivée la première, où c'était plus un job, là tu te dis ouais, c'est pas hyper fluide, faut tout expliquer, puis c'est presque contractuel. Avec du coup les jeunes filles que j'ai maintenant, elle est hyper gentille, elle est adorable, mais on fonctionne pas de la même façon. Donc des fois je me dis mais pourquoi en fait? Mais parce qu'en fait elle fonctionne pas comme nous. Et là c'est vrai que Mackenzie, c'était je sais pas si elle s'est forcée mais elle l'a très bien fait. Mais ouais, c'était assez fluide. À la fin on se parlait même plus, elle savait ce qu'elle avait à faire. Enfin c'était assez drôle quoi. Et je pense qu'elle s'attendait pas à ça non plus, parce qu'elle a une grosse famille à laquelle elle est très attachée. Et en partant elle m'a dit franchement elle était plutôt venue dans l'optique un peu job machin, et voilà, en partant elle a dit en fait je pensais pas que ça pourrait se passer comme ça quoi. Là elle regarde pour revenir avec ses parents, enfin c'est rigolo. Dani qu'on a en ce moment à la maison, du coup c'est bien, on est entre deux cultures, donc c'est assez rigolo. Ça se passe bien, enfin quand on est sur des personnes assez naturelles et qui sont un peu curieuses de ce qui va arriver, ça peut aller, ça peut bien se passer. Désolée, je suis bavarde. Non, mais c'est ça qui est riche, c'est finalement ce que j'aime entendre, si je le lis correctement, c'est que chaque expérience est différente, c'est normal, c'est naturel. Déjà, même si l'expérience n'a pas été parfaite dès le départ, il y a eu quand même cette envie de renouveler, parce que la perfection humaine n'existe pas, et que, in fine, je pense que vous trouviez qu'il y avait quand même des bénéfices et des avantages et de l'intérêt et du plaisir surtout à vouloir continuer. Et je pense que c'est surtout ça le plus important, c'est le plaisir qu'on y prend. Et dans la deuxième expérience que vous avez eue avec Mackenzie, ton émotion, tes mots le traduisent bien. C'était fluide, ça fait partie de la famille. On sent que tu parles avec le cœur et qu'il y a un attachement et une affection forte entre vous. Et c'est cette générosité en fait et cette alchimie qui se construit, et elle est différente dans chaque expérience. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'audace, en tout cas de s'ouvrir à quelqu'un d'autre et de réitérer année après année. De façon générale, est-ce que tu as le sentiment que ces expériences, elles t'ont donné un autre regard sur l'autre pour toi personnellement? Alors sur l'autre... sur la personne, parce que je te dis ça parce que je me souviens de discussions qu'on avait pu avoir avant ta première expérience, où il y avait énormément d'appréhension sur ton choix, sur la façon dont ça allait se passer, de comment tu allais réussir à le gérer. Et on sent aujourd'hui que, avec l'expérience, c'est beaucoup plus fluide pour toi, et les choses roulent en fait. Ouais. C'est vrai que il y a aussi ce qu'on s'autorise ou pas. C'est-à-dire que moi, au début, je me disais, je vais pas faire son éducation, je vais pas lui expliquer comment ça marche. Et non, finalement, non, on est quand même tous différents. Il faut quand même tomber sur des profils qui acceptent aussi qu'on leur dise, fais comme ci, fais comme ça. C'est vrai que moi, parfois, je me dis, il faut que je répète, faut que je redise, donc voilà, ouais, par rapport à l'autre, c'est que effectivement on est tous différents. Ça m'apprend aussi beaucoup sur moi, où il faut savoir aussi identifier ses propres biais et travers pour justement prendre du recul sur soi et se dire oui, non mais là t'es pas honnête. Ou bien non mais là t'en demandes peut-être un peu trop. Ouais, c'est intéressant. Après c'est sûr que la première expérience, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà engagé d'autres conversations, donc je m'étais pas totalement appuyée sur toi, et maintenant je m'appuie totalement sur toi, et tu peux entendre que je suis totalement détendue. Je fais pas exprès. Non, mais c'est vrai, parce que je prends du recul sur l'expérience. Voilà, la première personne qu'on a choisie, elle venait pas de ton réseau. Et puis voilà, moi j'avais eu un premier... Enfin, c'était bien passé. L'expérience s'est bien passée, mais en tout cas, entre guillemets, c'était pas passé par ton filtre, quoi. Et c'est vrai que voilà, je pense que tu nous connais bien, tu cernes bien la famille, tu cernes bien l'état d'esprit. Donc c'est vrai que là, enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on veut recommencer, c'est parce que on est accompagné aussi. C'est-à-dire que si j'ai le moindre problème, ouais, je peux me tourner vers quelqu'un qui aura un avis, qui aura de l'expérience, parce que pour l'instant, j'en ai eu que 3, c'est pas tant que ça. J'apprends toujours. Et donc, c'est quand même bien aussi de se dire, ouais, je suis pas toute seule dans la démarche. D'accord ? Parce que quand j'avais entrepris ces démarches au début, je n'avais pas encore trouvé ton site web, parce que c'est le pur hasard qui nous a remis en contact. J'avais pas retrouvé ton site web et je m'étais dit, ouais, je vais aller voir sur un site libre pour voir comment ça se passe. Et franchement, très rapidement, je me suis dit, ouais, en fait, t'es seule au monde, en fait, quand tu fais ça. Et moi, en tout cas, c'est pas dans le temps dont je dispose.
Et c'est pas dans ma façon de fonctionner. Ok. Merci pour ce retour qui me va droit au cœur. Comme j'ai l'habitude de le dire sur le podcast et de façon totalement honnête, c'est ma mission de vie de créer et de faire vivre cette communauté, on peut le dire, maintenant internationale de familles de cœur et de jeunes au pair. Donc, ça me touche beaucoup. Et donc, c'est vrai que pour retracer l'histoire, en fait, avec Stéphanie, nous sommes toutes les deux diplômées de la même école de commerce de Dijon, où tu es enseignante maintenant, Stéphanie. Et cette école, elle est aussi ouverte à l'international parce que moi, j'y ai suivi un cursus international en faisant mon MBA au Mexique. C'est un peu la genèse aussi de Butterfly. Et cette année, donc, tu as une jeune chinoise qui devait être au pair avec Butterfly qui est maintenant étudiante à l'école de commerce de Dijon. Donc, c'est rigolo de voir comme le cercle et les liens perdurent dans des écosystèmes qui sont quand même très proches. Ouais, puis ça montre aussi l'état d'esprit parce que justement, la jeune chinoise, elle aurait pu venir dans mon école et pas essayer de me contacter. Enfin, ce qui se comprendrait. Hein, enfin, elle avance sur son chemin de vie, mais c'est assez rigolo parce que elle a eu plein de problèmes pour se connecter avec moi depuis le début parce que, bref, ses outils chinois ne fonctionnaient pas très bien. Elle était bloquée par tous les trucs. Et au final, elle a réussi. Elle était trop contente, quoi. Tout de suite, elle a demandé comment vont les enfants. Je peux voir les enfants. Donc c'est même sans avoir vécu avec elle. En fait, on a l'impression de la connaître, en fait. Par rapport à ton expérience, qui est donc, c'est la 3e année que tu accueilles un au pair, tu aurais des anecdotes à nous partager et des conseils aussi à partager de ce que tu as appris qui fonctionne bien et qui te permettent aujourd'hui de mettre en place cette alchimie. Alors pour l'alchimie, moi, avant qu'elles arrivent, on s'appelle beaucoup avec les enfants, pour qu'elles aient l'impression de connaître la maison, que les enfants les connaissent. Enfin voilà, donc on s'appelle beaucoup. Je partage beaucoup de photos pour que justement tout le monde ait échangé des choses avant justement le moment fatidique de se retrouver. Après, il y a quand même une phase d'accompagnement qui est, pas très longue, mais où moi pendant un mois et demi, je suis beaucoup. On est limite à 4 mains quand même. Je suis beaucoup présente pour aussi assurer la transition avec les enfants, puisque j'ai un enfant qui est un petit peu méfiant. Donc pour assurer la transition. Après, ce que j'ai commencé à faire et que j'avais pas fait l'année dernière parce que c'était fluide, mais pour les fois prochaines, là, à chaque fois que je pense à quelque chose, je me dis il faut que je l'écrive dans la to-do list sur les choses auxquelles il faut penser, les règles, etc. Parce qu'en définitive, quand moi j'ai l'impression que tout est fluide, mais on n'a pas les mêmes cultures ni le même sens des choses. Donc c'est vrai que écrire, alors ça fait un peu règle, mais moi je présente toujours ça sur voilà ce à quoi j'ai pensé, ce à quoi il faut que tu penses, ce qu'il faut que tu saches. Je l'ai écrit parce que je veux rien oublier. Et puis je commence à faire cette petite to-do list. Alors j'avais commencé au début de l'arrivée de Dany, puis au fur et à mesure, je découvre d'autres choses, donc j'incrémente. Et ça, j'espère que ça me fera une bonne base et que j'arrêterai de la compléter un jour. Et elle sera complète. Donc voilà. Ouais. Et t'as des exemples précis de choses que tu notes et que tu agrémentes en fait au fur et à mesure, qui sont importantes de transmettre et qu'elles sachent, parce que j'imagine que c'est des choses très pratiques pour améliorer le quotidien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas très intéressant, c'est pratique. Non, c'est pratique. Non, mais par exemple, c'est pas compliqué. On sort de la maison, on ferme tous les volets au moins du rez-de-chaussée. La démarche, c'est que je sors quelque chose, je range ce quelque chose, ce qui n'est pas toujours facile. Ok. Voilà, nous on essaie de faire en sorte que, il n'y a pas trop de choses qui traînent dans la maison, même si l'on traîne toujours, mais voilà, cet état d'esprit, cette démarche, toujours avoir aussi en tête, les enfants, il faut aussi être toujours derrière eux, c'est-à-dire que il faut pas lâcher. Ouais, mais avec moi il veut pas le faire. Ah il va le faire, répète 100 fois. Et il va en avoir marre, il va se lasser, ou bien mets un truc en moins. Tu vois, par exemple Mackenzie, elle les emmenait à une activité le mardi soir, tous les deux, et ils arrivaient en avance, donc ils attendaient dans la voiture. Et chose exceptionnelle, elle leur laissait accès à leur téléphone pour regarder des trucs. Quand ils faisaient pas correctement ce qu'elle leur demandait, la fois suivante, il y avait pas le téléphone dans la voiture. Et ça, c'était leur petit truc à eux. J'aurais pu serrer la vis parce que je suis relativement contre ce genre de truc, mais après, c'est leur relation à eux. Et c'est aussi, et elle les a pas abrutis non plus devant les écrans tout le temps, hein. C'était le temps d'attendre l'activité. Donc c'était leur petit truc à eux. Et finalement, elle m'a dit non, mais de toute façon, s'ils le font pas, ils savent qu'ils ont pas ça dans la voiture, quoi. Donc ça m'a fait rire parce qu'elle avait trouvé son fonctionnement tout en respectant finalement le cadre et ce que nous on veut.
C'est-à-dire que les écrans, c'est plutôt rarement en fait. Donc ils avaient compris qu'avec elle, ils auraient peut-être ils pouvaient avoir des petits bonus, mais il fallait quand même écouter. Alors c'est une méthode comme une autre, mais ça marche. Ouais, bien sûr. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Vous lui parlez en quelle langue à l'au-pair, Stéphanie, chez vous? Alors, rapport aux enfants qui sont un peu malins et qui s'engouffrent dès qu'ils voient... Alors, pas ma grande, mais mon deuxième, s'il voit que ça parle français, pas de problème. Il prend le pli tout de suite. Et voilà, donc au début, il y a que de l'anglais. D'accord, et ça que je l'explique, je dis on va mettre surtout l'anglais au début pour que dans le cerveau de Marceau, il y a une dimension anglaise et pas je m'engouffre dans le français. Donc on parle pas mal en anglais au début. Après ça dépend aussi de la volonté de la au-pair. Hein. C'est-à-dire que par exemple là, Dani, elle aimerait mais elle ose pas, donc elle va tout de suite sur l'anglais. Enfin voilà, on est en janvier, elle est arrivée fin août. Je passe de plus en plus sur du français où on lui met des challenges. Et souvent ce qu'on fait aussi avec les au-pair quand elles arrivent, c'est donc on est autour de la table et puis chacun raconte sa journée. Et là on lui dit c'est maintenant c'est à toi et c'est en français. Donc au début c'est horrible pour elle. Mais c'est une blague, quoi. Enfin, tu vois, on fait pas méchamment. Au début, c'est hyper dur. Parfois, tu vois, elle travaille dans l'après-midi à écrire. Dani, au début, elle disait, j'ai écrit ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, elle préparait son petit texte avant, donc c'est rigolo. Et puis, au fur et à mesure, c'est beaucoup plus fluide. Et voilà. Mais en fait, on est tout le temps entre les deux langues. Alors moi, j'avoue, tu vois, si je peux lui parler en anglais toute la journée, j'adorerais. Quoi qu'au bout d'un moment, c'est aussi fatigant quand on n'est pas natif, soyons honnêtes. Mais ouais, on est souvent entre les deux langues. Et puis là, je switch beaucoup plus en français. Ok. Voilà. Qui est-ce qui a le plus plaisir finalement à parler une autre langue à la maison? Une autre langue que le français, donc? Ouais. Peut-être c'est moi et mon mari. Non, Célestine, ma grande. Elle fait aussi de l'anglais en classe. Là. Elle a 10 ans et donc depuis le CM1, elle fait de l'anglais plutôt sérieusement. Enfin, sérieusement. Ils ont des cours, etc. Et elle arrive à faire des phrases et c'est génial. Ouais. Elle aime bien. Et puis, regarde, même par rapport à la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est un super vecteur. Si tu as envie de chanter en anglais, de chanter correctement, etc. Donc voilà. Donc, notre grande, elle aime bien. Marceau, il capte beaucoup de choses. Mais, il a une autre stratégie avec nous. donc voilà. Mais quand il fait une phrase, parce que ça peut arriver, alors c'est des choses très simples, mais quand il fait une phrase hyper simple, complète, bonne en anglais, et qu'on est fier de lui, là il se dit ah, tiens, c'est pas mal finalement, tiens. Et les vacances, comment tu gères? Comment tu organises les vacances avec l'au-pair? Alors, il y a les vacances où on part pas. Donc là, en général, la au-pair, elle les a une semaine. Et puis, une semaine, ils vont chez les grands-parents. Au départ, les grands-parents voulaient limite presque pendant les 15 jours. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette semaine ensemble, notamment les premières vacances. Parce que ça crée du lien. Là, ils se découvrent vraiment. Ils passent vraiment du temps ensemble. On essaie de faire un peu tomber les murs, etc. Donc les premières vacances, je trouve que c'est hyper important qu'ils aient une semaine non-stop ensemble. Ensuite, pour les vacances où on part, nous, en général, on part au ski. Donc ça, on leur dit dès le début, on leur dit, si tu veux venir, tu viens. Si tu veux prendre des cours, c'est comme ça. Enfin voilà, on leur donne les liens, on les accompagne dans tout ce qui est réservation, et puis on les emmène. Voilà. Donc on avait emmené notre brésilienne faire du ski. Elle n'était jamais montée sur des skis et la neige c'était pas trop son truc. Bon, j'espère qu'on l'a pas traumatisée, mais elle a essayé, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Donc c'est bien, elle aura eu l'expérience. Et Mackenzie, elle savait pas skier non plus. Et elle a été hyper courageuse parce qu'elle avait pris des cours genre hyper tôt le matin. Elle y allait, il pleuvait, il neigeait, elle y allait par tous les temps. On avait pris l'option moniteur qui parle français, mais en fait pas du tout. Donc, elle a progressé sur tous les plans, voilà. Et puis là, on va partir dans 15 jours avec Dani. Alors, Dani a plus d'expérience en ski, donc elle va peut-être moins galérer. Après, c'est aussi un moment où tu découvres un peu plus les gens. Alors, c'est à double tranchant. Hein. On partirait pas en vacances avec tous nos amis, n'est-ce pas? Donc, non, enfin, en général, tu découvres les gens pendant les vacances, donc voilà. Mais c'est toujours un peu rigolo. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui se lanceraient dans l'aventure d'accueillir une au-pair? Bien savoir le type de relation qu'on veut avoir avec l'au-pair.
Alors, il y a un réseau de au pair Butterfly qui se développe à Dijon. Donc, j'entends parler d'autres familles et d'autres relations. Et c'est vrai qu'il faut savoir si on veut quelqu'un qui vit avec nous, quelqu'un qui partage tout avec nous, ou bien quelqu'un qui est là pour s'occuper des enfants, ensuite être un peu moins présent, moins impliqué. Enfin, voilà. Sachant que même si on veut les impliquer dans notre vie, on peut pas les emmener à tout. Enfin, il y a des événements où il y a des implications budgétaires, on peut pas forcément les emmener, on peut pas les imposer non plus à tout le monde. Donc voilà, mais de vraiment savoir le type de relation que l'on veut créer et de le dire et de le formuler avec des choses concrètes. Parce que par exemple, là maintenant, moi ce que je dis c'est, ok, il y a les temps de travail, mais on est une famille. Donc si l'idée c'est d'être enfermé dans ta chambre le reste du temps, moi ce que il faut que tu viennes lire sur le canapé, il faut que tu restes dans le salon, il faut que tu aies plaisir à vivre dans la maison et pas dès que c'est fini te planquer dans ta chambre parce que ça va être long pour tout le monde. Mais parce que moi je recherche, d'accord ? C'est le genre de relation que je recherche et l'état d'esprit que je veux avoir. Après, on peut avoir une autre approche. Il y a d'autres pères qu'on nous approche, d'autres familles qu'on nous approche, mais c'est vraiment ça, de dire clairement et avec des exemples concrets. Parce que par exemple, c'est ce que j'ai fait pour Mackenzie. Je lui ai dit là, ça va être freestyle. Et c'est ce que j'ai fait pour Dany aussi. Mais ça, t'as réussi à le faire une fois que t'avais déjà eu une première expérience ? Oui, parce qu'en fait, au début, j'osais pas trop, je savais pas trop ce que je vais dire, pas dire, ce qu'on peut imposer ou pas, parce que c'est vrai que moi, parfois, je suis un peu mal à l'aise quand la moindre des choses quand tu vis dans une maison, c'est d'essuyer la vaisselle, etc. Et je me dis, mais c'est pas non plus mes boys, entre guillemets. Donc, je demande pas forcément. C'est-à-dire que j'ai tendance à faire. Et si en face, ça comprend, les personnes comprennent que, naturellement, on le ferait chez soi, ou pas, d'ailleurs, ou on le fait pas chez soi, moi, je demande pas, en fait. J'ai pas envie d'avoir cette sensation d'avoir quelqu'un à mon service. Voilà. Et puis, il faut aussi que les enfants, ils sachent mettre la table, débarrasser la table. C'est pertinent ce que tu dis. Je ne veux pas avoir le sentiment d'avoir quelqu'un qui soit à mon service. Et donc, finalement, ça veut dire que l'au pair n'est pas à ton service. Non. Comment tu qualifierais cette relation avec l'au pair ? Une sorte de colocation ? Non, je sais pas. C'est une bonne question. Non, sauf que dans la coloc, tu n'essuies pas la vaisselle de ton voisin. Donc, c'est pas vraiment une coloc. Comment je qualifierais ça ? Pas une colocation, une cohabitation où une cohabitation. On est ensemble, la maison est l'intérêt de tous aussi, c'est ça, où chacun a sa part du travail à faire et doit participer, sachant qu'évidemment moi j'ai le statut de maman, donc forcément on fait un petit peu plus que les autres quand même. mais voilà, mais c'est vrai que je n'aime pas imposer, quoi. Ça doit être naturel. Si c'est pas naturel, alors parfois je fais remarquer au fait, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, ce serait bien que, mais c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Et c'est très subtil de ne pas avoir quelqu'un à son service et de cohabiter avec quelqu'un que tu encadres en fait pour le conduire vers une cohabitation qui soit équilibrée et qui soit réussie. C'est ça, c'est tout le truc, je pense. Je n'ai pas encore trouvé la formule magique, mais c'est un petit peu ça, parce qu'à la fois, faut pas non plus que la personne qui est là oublie qu'elle doit vivre avec nous et qu'elle doit s'occuper des enfants, nous aider sur les enfants, etc. C'est assez subtil. Ça a l'air de bien fonctionner quand même, et je peux en témoigner parce que les au pairs sont quand même heureuses de leur expérience chez vous, donc ça fonctionne bien. Bien sûr. Mais, merci Stéphanie pour ce partage, toujours très riche et passionnant. Merci pour ta confiance et je te souhaite encore de belles aventures et de belles expériences en famille avec les au pairs. Merci beaucoup et puis merci pour ton accompagnement. Merci Manuela. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.